En cette année 1782, au cœur d'une France pré-révolutionnaire, un historien méticuleux, réputé pour dénicher les lacunes d'archives, fit une découverte troublante. Dans le silence poudré de la salle 3B, derrière une porte double, là où des dossiers appendeux devaient rester inaccessibles, il dénicha, au rodapé usé d'un vieux catalogue d'inventaire, une clé froide, une simple clé de métal patiné, dont le numéro de série ne figurait dans aucun registre officiel. Un objet insignifiant en apparence, mais pour un expert, chaque détail devient une piste. Cette clé n'ouvrait pas une serrure ordinaire. Elle était la première miette de pain, le signal silencieux laissé par un ancien archiviste. Sa conscience, érodée par des années de complicité forcée, avait cherché une forme de rédemption posthume. La clé déverrouillait une petite boîte scellée, cachée derrière une étagère pivotante, révélant un codex relié de cuir sombre. Ce n'était pas un livre de comptes, ni un registre paroissial. C'était le registre des marques oubliées. Un document dont l'existence trahissait une perversion de pouvoir si profonde qu'elle redéfinissait la notion même de noblesse. Comprendre qui avait ordonné sa création et pourquoi, c'est basculer dans une réalité que l'histoire officielle s'est toujours efforcée d'occulter. Si vous aimez démanteler les secrets et les tabous du pouvoir, abonnez-vous à l'Histoire interdite et laissez un pouce bleu. Dites de quel pays vous regardez, cela ouvre plus d'archives. L'historien examina le carimbo apposé sur la première page du codex. Un sceau privé, sans armoirie officielle, mais dont le motif, une plume traversant une balance, était curieusement similaire à des gravures de correspondance privée de certaines familles influentes. Ce sceau symbolisait probablement une justice détournée, une autorité parallèle. Le registre des marques oubliées n'était pas un livre d'or, mais un inventaire macabre de vies. Des vies transformées en simples items par des protocoles. D'une froideur bureaucratique sidérante, chaque entrée du codex, rédigée d'une écriture fine et régulière, révélait des numérotations doubles, une anomalie que l'historien, spécialiste en catalogage d'archives, identifia aussitôt comme délibérée. Pourquoi un même individu, un item selon la terminologie du registre, apparaissait-il sous deux identifiants distincts, parfois séparés par des années? Les carimbos échangés, apposés avec une régularité troublante sur des documents qui auraient dû être uniques, suggéraient une falsification systématique. C'était la preuve matérielle d'une manipulation à grande échelle. Le péché systémique s'affichait clairement. Une identité pouvait être effacée ou dupliquée à volonté, selon les besoins d'une lignée cherchant à masquer ses liens. La conséquence était visible. Des individus disparaissaient des registres publics, tandis que d'autres surgissaient de nulle part, sans passé légal. Qui autorisait de telles duplications fantômes? En feuilletant les pages jaunies, l'historien constata des lacunes glaçantes. Des pages manquantes, arrachées avec une netteté chirurgicale, laissaient des bords rugueux sous les doigts. Des inventaires incomplets où des noms étaient biffés sans raison apparente laissaient planer un doute persistant. Un inventaire de biens daté de 1775 mentionnait des propriétés annexes sans en spécifier la nature, ni les occupants, uniquement un numéro de protocole. Puis, un despacho ambigu, signé d'une main dont la calligraphie semblait imiter, ordonnait le transfert discret d'actifs vers des domaines isolés. Cette technique, un classique des opérations secrètes, transformait des vies en simples actifs, des personnes en propriétés à déplacer, loin des regards curieux. Le péché systémique, la déshumanisation et la réification des individus pour préserver l'image et la fortune d'une famille, coûte que coûte. La conséquence, des vies entières basculaient dans l'ombre, leurs existences réduites à des notes marginales, des ratures dans ce codex secret. Quels étaient ces domaines isolés, si bien gardés? Le registre détaillait également les rituels bureaucratiques employés, un voile de légalité tendu sur l'illégalité. L'enregistrement d'un enfant sous un faux nom n'était pas rare,
souvent accompagné d'un officio interne justifiant une adoption discrète pour le bien de la famille, un simulacre de bienveillance. La modification d'un acte de naissance pour masquer une filiation illégitime était une pratique courante, étayée par des parements médicaux falsifiés. Ces manœuvres, orchestrées avec une précision quasi militaire, servaient à maintenir la pureté et l'honneur d'une lignée, tout en générant des lignées parallèles, des ombres généalogiques qui ne verraient jamais la lumière. Le péché, la falsification des origines, la création d'une réalité alternative pour les enfants nés hors des cadres acceptés ou ceux dont l'existence menaçait un héritage, un nom. La conséquence, des enfants grandissaient sans connaître leur véritable ascendance, leur identité officielle n'étant qu'un voile tissé de mensonges, une fiction administrative. Qui bénéficiait réellement de ces secrets de famille si lourdement gardés? Si cette histoire mérite des annexes et des croquis, écrivez « Je veux les annexes ». Quand votre voix le demande, les annexes arrivent en premier ici. Le corridor interno menant à la salle 3B n'était pas qu'un simple passage, mais une artère vitale de cette machination. Un officio daté de 1782, trouvé plié au fond d'une gaveta 11 d'un bureau annexe, décrivait la porte double comme un accès à une zone de dossier appenso dont la consultation était strictement réservée aux exécutants. Ce document, un ordre de mission interne, portait le sceau de l'administration du palais, mais avec une légère déformation, un détail infime qui échapperait à tout œil non exercé, sauf celui d'un périto calligraphique. C'était la preuve irréfutable d'une altération subtile du protocole, un signe de l'ingérence d'une autorité parallèle, invisible mais puissante. Le péché systémique, la création d'une zone grise légale, un sanctuaire pour les documents compromettants, hors de portée des audits réguliers. La conséquence, une vérité parallèle, une histoire secrète, se développer à l'abri des regards, dans le ventre même de l'administration, sous le silence complice des murs. Qu'est-ce que ces dossiers à pinceau cachaient de si terrible pour nécessiter une telle dissimulation? Le registre des marques oubliées révélait également le rôle central de l'exécuteur du système. Un fonctionnaire dont les initiales JL apparaissaient au bas de nombreux despachos et atas liés à ces manipulations était l'homme de main de cette machinerie. Sa loyauté envers la lignée primait sur toute éthique, transformant des ordres moralement répréhensibles en tâches administratives routinières froidement exécutées. Un parecer sur le retrait d'une jeune femme des registres publics, sous prétexte d'un mariage arrangé, était signé de sa main, son écriture froide et impersonnelle, comme celle d'un notaire impassible. C'était la preuve, des documents officiels détournés de leur fonction première, servant à justifier des actes de coercition, à effacer des existences. Le péché systémique, l'utilisation de la bureaucratie comme arme, la transformation de la loi en instrument d'oppression discrète, presque invisible. La conséquence, des vies brisées, des destins scellés par la plume d'un homme sans scrupules, agissant au nom d'une puissance invisible, d'une lignée dont l'ombre s'étendait sur le royaume. Qui était ce JL, et à qui obéissait-il avec une telle dévotion? La figure de JL, l'exécuteur du système, se dessinait avec une clarté effrayante dans les pages du registre. Son parcours, reconstitué à travers des offices de nomination et des despachos de promotion, révélait un homme issu d'une petite noblesse de robe dont la fortune et l'influence étaient directement liées à sa capacité à servir la lignée dominante. Il était, tout indique, un observateur silencieux, un artisan de l'ombre dont l'ascension fulgurante fut le prix de son absolue discrétion et de sa fidélité inébranlable aux règles non écrites du pouvoir. Ces règles, bien plus contraignantes que les lois du royaume, formaient le véritable code de conduite de cette élite. Le péché systémique, la cooptation des talents, la corruption des esprits les plus vifs, pour les transformer en rouages d'une machinerie destinée à l'opacité. La conséquence, un homme sans conscience,
dont la signature était le sceau d'une autorité parallèle, capable de tordre les destins. À quelle entité supérieure J.L. devait-il une telle allégeance? L'historien découvrit un inventaire annexe daté de 1780 qui listait non pas des biens, mais des dispositions spéciales concernant des individus. Ces items, comme le registre les appelait, étaient des personnes dont la vie avait été réorientée par la volonté de la lignée. Un despacho accompagnant cet inventaire ordonnait le transfert discret de plusieurs jeunes femmes vers des domaines isolés sous le prétexte fallacieux de service spécial auprès de l'intendante. La mention d'une propriété sur les rives du fleuve, sans nom de lieu précis, mais avec un numéro de protocole qui renvoyait à des registres cadastraux cachés, laissait entrevoir des lieux d'isolement, des prisons dorées. C'était la preuve. Des existences entières étaient redirigées, leur liberté confisquée, leurs identités officielles effacées pour préserver l'honneur ou la fortune d'une famille. Le péché systémique, l'asservissement d'individus, la privation de liberté camouflée en service, pour contrôler la procréation, les alliances, ou simplement écarter des éléments gênants. La conséquence, des vies brisées, des espoirs éteints, des familles déchirées, tout cela sous le voile épais d'une légalité fabriquée. Que se passait-il réellement dans ces domaines isolés? Un officio plus ancien, de 1765, retrouvé froissé dans une gaveta 11 du bureau d'un ancien secrétaire, détaillait les protocoles de gestion de ces items. Il y était question de rééducation et de mise à l'abri, des termes qui, dans le contexte de l'époque, pouvaient masquer des réalités bien plus sombres. Le document portait un carimbo aux initiales illisibles, mais la finesse du papier et la qualité de l'encre suggéraient une provenance de haute sphère. Un plan schématique joint à l'officio montrait une propriété avec des murs hauts, un quai isolé sur une rivière et un degrau étroit menant à une annexe discrète. Ce n'était pas un lieu de villégiature, mais une installation de confinement. Le péché systémique, la création d'infrastructures dédiées à la séquestration et au contrôle. Des lieux où la volonté individuelle était brisée au nez de la lignée. La conséquence, la transformation de personnes en fantômes vivants, leurs voix réduites au silence, leurs histoires effacées de la mémoire collective. Qui finançait la construction et l'entretien de ces lieux d'ombre? L'historien, en croisant les numérotations doubles du registre avec des registres paroissiaux d'églises éloignées, commença à démasquer l'ampleur des filiations illégitimes masquées. Un enfant, enregistré sous un faux nom dans une paroisse rurale, réapparaissait des années plus tard sous une autre identité, portant le nom d'une branche cadette de la noblesse, mais toujours liée par une marque oubliée à la lignée principale. Ces manipulations généalogiques, souvent justifiées par des parements médicaux falsifiés, attestant de maladies ou de décès fictifs, servaient à réaffecter des héritiers potentiels, à éviter les scandales ou à consolider des alliances. Le péché systémique, la réécriture des liens du sang, l'orchestration des naissances et des mariages pour servir les intérêts froids du pouvoir, au détriment de toute vérité affective. La conséquence, des lignées parallèles, des arbres généalogiques tronqués, des enfants privés de leur véritable héritage et de leur place légitime dans le monde. Quels étaient les enjeux si cruciaux pour justifier une telle machination généalogique? Si cette histoire mérite des annexes et des croquis, écrivez « Je veux les annexes ». Quand votre voix le demande, les annexes arrivent en premier ici. Un rapport d'audit interne daté de 1778 et classé dans la salle 3B avec les dossiers à pinceau, révélait une divergence frappante entre les dépenses officielles de la lignée et les sommes allouées à des services confidentiels. Ces fonds, des montants considérables, étaient gérés par un comité spécial, dont les ATA étaient signés par des figures dont l'influence dépassait largement leur titre officiel. Il est probable que ce comité était l'organe de décision derrière les opérations de dissimulation, le véritable cerveau de la perversion de pouvoir. Le perito calligraphico aurait pu identifier des similitudes de signature avec celles d'autres documents d'État, suggérant une infiltration profonde.
Le péché systémique, l'utilisation détournée de fonds pour financer une administration secrète, une sorte de gouvernement parallèle au sein même de la noblesse. La conséquence, une puissance financière occulte, capable de manipuler les structures officielles sans jamais être directement identifiée, tirant les ficelles dans l'ombre. Qui composait ce comité spécial et quel était son véritable objectif? La lecture du registre des marques oubliées était une plongée dans un abîme de contrôle. Chaque despacho ambigu, chaque inventaire incomplet, chaque numérotation double était un fil tendu vers une toile immense. La lignée ne se contentait pas de cacher des secrets, elle les fabriquait, les orchestrant avec une précision horlogère. Les protocoles de l'époque, d'une froideur bureaucratique glaçante, transformaient des vies en marchandises. Des âmes en données à gérer. L'historien découvrit, au rodapé d'une page déchirée, une note manuscrite à l'encre presque effacée. Le temps révèle ce que le silence dissimule. C'était une sentinelle, un avertissement laissé par l'archiviste dont la conscience avait flanché. Le péché systémique, la manipulation du temps lui-même, la tentative de contrôler l'histoire en effaçant des passages entiers, en réécrivant les faits à la source. La conséquence, une réalité alternative, une illusion de pureté et d'honneur maintenue par la force de la dissimulation au prix de la vérité et de la justice. Mais derrière cette machinerie complexe, derrière JL et le comité, se cachait une seule et même volonté. Quelle était cette volonté et qui la portait? Derrière la machinerie complexe, derrière la froide exécution de JL. Et le silence complice du comité spécial se cachait une volonté bien plus ancienne, une force motrice qui avait tissé cette toile de dissimulation à travers les générations. L'historien, obnubilé par la question du qui, orienta ses recherches vers les fondations mêmes de la salle 3B, guidé par une intuition que la clé froide n'était pas l'unique sésame, au fond d'une alcôve murée, dissimulée par une étagère pivotante, marquée d'un signe discret au rodapé. Il découvrit une seconde serrure, plus ancienne encore, dont le mécanisme complexe exigeait une clé jumelle, retrouvée dans les effets personnels du vieil archiviste, enfermé dans une petite boîte de cèdre. Ces deux clés, agissant de concert, ouvrirent un compartiment secret. À l'intérieur, un codex plus ancien que le registre des marques oubliées, relié d'un cuir sombre et usé, portait un titre gravé à chaud, la charte des alliances secrètes. Le sceau apposé sur la première page n'était pas celui d'une administration royale, mais l'emblème stylisé d'une rose à 5 pétales entourée de lierre. Un motif que l'historien avait déjà identifié dans des correspondances privées et des gravures architecturales associées à une des plus anciennes et discrètes lignées nobles de France, dont l'influence s'étendait bien au-delà de ses titres officiels. Ce n'était pas une simple famille, mais une véritable institution parallèle. Cette charte n'était pas un simple recueil de règles. Elle était le fondement même de la perversion de pouvoir. Un document daté de 1680, dont le papier vélin et l'encre à base de noix de Galles furent authentifiés par un périto en archivistique, prouvant son ancienneté et sa légitimité interne. Elle détaillait avec une précision glaçante les protocoles à suivre pour préserver la pureté généalogique et la stabilité patrimoniale de la lignée. C'était un système d'autopréservation, une constitution secrète qui autorisait, voire exigeait, la falsification des registres, le contrôle des naissances, les mariages arrangés et l'élimination discrète de toute anomalie ou menace aux yeux de cette famille. La conséquence de cette découverte fut immédiate et profonde. Tous les despachos ambigus, les numérotations doubles, les pages manquantes du registre des marques oubliées prenaient soudain un sens terrifiant. Ils n'étaient pas des erreurs isolées, mais l'application rigoureuse d'un droit interne, d'une loi parallèle que cette lignée s'était arrogée. La charte révélait que des observateurs internes étaient chargés de surveiller chaque membre, chaque alliance, chaque naissance, rapportant les écarts au comité spécial qui, lui, rendait des comptes directement à la figure tutélaire de la lignée, le grand maître des alliances, un titre jamais prononcé en public. Si cela a soulevé plus de questions que de réponses,
Abonnez-vous et activez le cloche. Le rapport parallèle arrive en premier pour ceux qui sont ici. Les règles de la charte étaient d'une froideur implacable. L'article 7, par exemple, stipulait que toute filiation non conforme devait être gérée par transfert discret vers des domaines éloignés ou par réaffectation identitaire pour préserver l'honneur de la lignée. C'était l'explication au rituel bureaucratique de l'enregistrement sous faux nom et de la modification des actes de naissance. Le péché systémique, la mise en place d'un système légal interne qui justifiait l'effacement de l'identité et la privation de liberté pour la survie d'une idéologie de pureté. La conséquence, des centaines de vies, probablement transformées en fantômes administratifs, leur destin scellé par un paragraphe de cette charte secrète. Qui étaient ces enfants et quel était leur sort réel? Un annexe à la charte, un petit feuillet jauni, listait les domaines de confinement et les lieux d'accueil temporaires pour ces filiations non conformes. Le quai isolé sur la rivière, le degrau étroit menant à une annexe discrète, mentionné dans l'officio de 1765, étaient des sites réels, des prisons silencieuses. L'historien découvrit que ces propriétés étaient gérées par des intendants loyaux à la lignée et que les dépenses d'entretien étaient masquées dans les comptes officiels sous des rubriques vagues de frais de représentation ou de dons charitables. Le péché systémique, la construction et le maintien d'une infrastructure d'oppression financée par des fonds détournés pour masquer les erreurs généalogiques de la lignée. La conséquence, des individus enfermés, coupés du monde, leurs existences effacées sans qu'aucune autorité extérieure ne puisse intervenir. Le tout sous le couvert de la respectabilité. Combien d'autres caisses existaient-ils le long des fleuves de France? La charte des alliances secrètes révélait aussi le véritable pouvoir du grand maître. Ce n'était pas un souverain, mais une figure de l'ombre dont l'identité était transmise de génération en génération. Choisi parmi les membres les plus influents de la lignée, son rôle était de veiller à l'application stricte de la charte, d'arbitrer les conflits internes et de sanctionner les déviants. Un despacho daté de 1770, signé d'un monogramme unique correspondant à la signature du grand maître de l'époque, ordonnait la mise sous tutelle d'une jeune femme ayant refusé un mariage arrangé, son retrait des registres publics étant justifié par un parement médical falsifié de mélancolie profonde. Le péché systémique, l'exercice d'un pouvoir absolu et arbitraire sur les vies privées, justifié par une tradition interne et exécuté par des fonctionnaires corrompus. La conséquence, la liberté individuelle était une illusion pour ceux qui entraient dans le champ d'action de cette lignée, leur choix annihilé par un ordre secret. Qui osait défier le grand maître? Le registre des marques oubliées, désormais lu à la lumière de la charte, n'était plus un simple catalogue d'anomalies, mais un journal de bord de cette perversion. Chaque numérotation double représentait un individu dont l'identité avait été dédoublée ou effacée, un héritier du dommage dont la vie avait été réécrite. L'historien réalisa que la perversion n'était pas tant dans les actes eux-mêmes, mais dans la légalisation et l'institutionnalisation de ces actes au sein d'un système de pouvoir autoproclamé au-delà de toute éthique ou loi publique. C'était une architecture de contrôle, une mainmise totale sur le destin humain, masquée par une bureaucratie glaciale, dont l'objectif ultime était la survie et la consolidation d'une lignée à n'importe quel prix moral. Le reloge de parade de l'histoire officielle avait sonné 1 heure, mais le relogio de parade de cette lignée sonnait une autre, plus sombre et plus secrète. Que restait-il des vies ainsi dérobées? Ainsi, le mystère des numérotations doubles, des carimbots échangés et des pages manquantes se dévoilait dans toute son horreur. Les filiations non conformes n'étaient pas simplement écartées, elles étaient réécrites, leurs existences soumises à une bureaucratie de l'oubli. Les domaines de confinement, ces propriétés isolées aux rives du fleuve, révélèrent leur véritable nature. Des lieux où la dignité humaine était systématiquement érodée,
où les items du registre étaient réduits à des ombres. Le grand maître, figure tutélaire de cette lignée, exerçait un pouvoir absolu, non pas par la force brute, mais par l'ingénierie administrative, transformant la vie privée en un champ de bataille pour la sûreté généalogique. Il est probable que beaucoup de ces individus, privés de leur identité et de leur liberté, finissaient leurs jours dans un isolement forcé, leurs histoires jamais racontées, leurs noms rayés de la mémoire collective, leurs tombes anonymes. La perversion de cette lignée n'était donc pas une affaire de luxure, mais une froide et calculée manipulation des destins. C'était l'érection d'un système où l'éthique était sacrifiée sur l'autel de la tradition et du pouvoir familial. L'historien, après avoir rassemblé toutes les pièces de ce puzzle macabre, comprit l'ampleur du silence qui avait pesé sur ses vies. Le registre des marques oubliées et la charte des alliances secrètes étaient les preuves irréfutables d'une tyrannie masquée, d'une histoire parallèle qui avait dicté les vies de générations entières. Son travail, méticuleux et obstiné, avait brisé le mur du secret, révélant la face cachée d'une noblesse qui avait érigé la dissimulation en art de vivre. Il avait compris que le horloge de parade de l'histoire officielle pouvait bien avancer, mais que le temps de la vérité, celui du rodapé et des dossiers à pinceau, avait enfin sonné. En définitive, cette enquête au cœur des archives poussiéreuses de la France pré-révolutionnaire est une leçon glaçante. Elle nous rappelle que le pouvoir, lorsqu'il s'affranchit de toute éthique et s'institutionnalise dans le secret, peut transformer les êtres humains en simples rouages d'une machinerie obscure. La véritable perversion réside dans cette capacité à vider l'individu de son essence, à le réduire à un item gérable, au nom d'une lignée, d'un héritage ou d'une idéologie de pureté. Ces voix silencieuses, ces existences effacées, résonnent encore dans les corridors internes de l'histoire, un écho froid de ce qui arrive quand la soif de contrôle dépasse les limites de l'humanité. Pour voir la ligne du temps commentée et le plan des connexions, abonnez-vous et commentez « Je veux la ligne du temps ». La playlist est disponible dans le premier commentaire épinglé.